Bonsoir à tous. En fait, je dis bonsoir, mais bonsoir ou bonjour en fonction du moment où vous écoutez ça. J'ai pris l'habitude de dire bonsoir, mais finalement, il y a plus d'écoute en rediffusion qu'en direct. Bien. On se retrouve ce soir donc pour parler de Michel Colas ou Michael Colas, ça dépend de la traduction qui est faite parfois dans le titre, hein, l'un ou l'autre. Moi, je dirais plutôt Michael Colas. Donc comme d'habitude, présentation rapide de l'objet en lui-même. Le livre fait 175 pages. Il est paru en 1810. Son auteur est Heinrich von Kleist et vous le trouvez normalement au prix de 5 euros. Donc parlons un petit peu de l'auteur. Heinrich von Kleist, que vous voyez à l'écran, est un écrivain allemand. Et même, enfin vous l'aurez deviné au nom, hein, vous me direz, mais il est même plus précisément prussien, hein, puisque fatalement il est allemand que nationalement que depuis que l'Allemagne existe. Né en 1777, culturellement allemand, hein, vous l'aurez compris. Issu d'une famille noble, il perd son père à l'âge de 11 ans, et sans ressources, comme cela pouvait arriver aux nobles, qui sont avant tout nobles de statut, mais pas forcément matériellement riches, il s'engage en 1792 dans l'armée prussienne à 15 ans, comme caporal. En 1792, peu importe où vous êtes en Europe, c'est une époque propice aux engagements fougueux. Néanmoins, il démissionne de l'armée en 1799 en tant que lieutenant et il devient fonctionnaire à Berlin. Alors von Kleist, c'est une personnalité assez morbide, mélancolique, qui alterne voyage, dépression, volonté aussi d'engagement au début dans l'armée napoléonienne pour un temps, mais très clairement, les problèmes, dirons-nous, psychiques sont les vraies scansions de sa brève existence. Abandonnant définitivement une carrière civile, il se lance finalement dans l'écriture avec plus ou moins de succès. Par ailleurs, à ce moment-là, pour l'anecdote, il est soupçonné aussi d'être un espion. Il sera emprisonné au fort de Joux, puis à Chalon-sur-Marne pendant quelques mois, en 1807, puisqu'il était devenu, à cette époque, en effet très anti-napoléonien. Et un petit peu les joies du début. On sait qu'en Allemagne, il ne sera pas le seul à suivre cette voie. Fatalement, entre ravages branlés sur le territoire allemand et autres proclamations impériales, hein, ça a déçu beaucoup d'Allemands romantiques et libéraux. Rencontrant une femme mariée et gravement malade, il libère alors totalement sa passion mélancolique, passion encouragée par la maladie en phase terminale et les injonctions de cette compagne de malheur. De mémoire, je crois qu'elle était atteinte d'un cancer. Réintégré dans l'armée, il écrit sa lettre de suicide, donne rendez-vous à la femme qu'il aime au bord du lac de Wannsee, et les deux se donnent la mort le 21 novembre 1811. Une biographie courte donc pour une vie achevée à 34 ans, dans une aura, vous imaginez bien vu l'époque, quasi légendaire. Hein. Un homme qui se suicide, un écrivain qui se suicide à 34 ans, c'est l'équivalent de la malédiction des 27 ans pour les musiciens. Alors, écrivain difficilement classable, il est très souvent rattaché au romantisme, autant par sa littérature que par sa vie passée à poursuivre un idéal inatteignable et qui se finit donc par le suicide, alors qu'il est aussi fondamentalement un homme des classiques dans le matériau et la structure. Il est rejeté par une partie de l'élite de son temps et il parviendra finalement à un important succès, mais très largement posthume auprès de la génération suivante, même s'il va passer, on va dire, dans la postérité un petit peu pour un sous-Goethe. Son maître, qui, je crois, j'allais dire, l'a rejeté, entre guillemets, mais je me souviens plus de tous les détails, hein, mais je crois qu'ils ont eu une relation assez difficile. Et pour autant, avec le grand maître allemand, hein, si certaines de leurs productions peut-être doivent se rapprocher, je ne suis pas assez expert en la matière, il n'y a très clairement, pour parler roman, rien de commun entre un Werther et un Colas.
Alors par ailleurs, petit aparté, je vous ai mis les armoiries, mais la famille Van Kleist, c'est une immense famille aristocratique depuis le 13e dans les marches de l'Est, qui connaîtra son apogée. C'est la famille la plus décorée de l'ordre pour le mérite, qui a produit bien entendu le Van Kleist bien connu de la Seconde Guerre mondiale, et qui perdra tous ses biens dans les modifications frontalières post-18 et 1945. Voilà. Ce sont les Junkers de l'Est de l'Elbe et de la Baltique, quoi, comme d'habitude. Leur permanence sur des siècles qui sera balayée en quelques dizaines d'années au cours du XXe. Voilà, on a déjà assez parlé de ces malheureux. Enfin, ou de ces derniers malheureux qui ont été bien heureux avant. Mais voilà, Van Kleist, l'écrivain, appartient plutôt à une branche mineure, ce qui explique qu'il soit largement désargenté. Donc voilà pour l'auteur. Passons un petit peu au contexte de l'œuvre. Œuvre transformée en film, une fois de plus. Film avec Mads Mikkelsen, je vous mets ici l'affiche. Alors Skiros a dit que le film n'était pas terrible, vous lui ferez confiance ou pas, moi je ne l'ai pas vu. Je suis assez zéro en cinéma. Et puis c'est pas le premier que l'on voit transformé en film dans nos dimanches littéraires. Il va y en avoir beaucoup d'autres, je dois dire. Il reste plus qu'à adapter Les Réprouvés en une trilogie de 3 fois 3 heures. Hein. S'il y a un scénariste un producteur plutôt qui nous écoute, moi je lui fais le scénario avec plaisir. Alors contexte donc de l'œuvre. Alors l'histoire de Michael Colas, elle est contée, enfin en tout cas l'histoire de ce qu'il y a derrière ce Michael Colas, elle est contée à Van Kleist par un ami en 1804. Il commence à y travailler en 1805. Il publie une partie en 1808 avant que la totalité ne le soit en 1810, ce qui est une élaboration longue assez typique de l'auteur, très souvent victime de ces crises de mélancolie qui interrompent son travail. Ceci étant, le sujet lui tient à cœur, travailler qu'il est lui-même par l'idée de justice, motivant notamment sur ce point sa démission de l'armée, justifiant cette dernière par notamment l'impossibilité de sanctionner ses subordonnés sans violer l'équité, de même que ses difficultés plus tard dans la vie civile à s'insérer dans l'appareil administratif. Et le livre, eh bien, il est aussi écrit dans un certain contexte politique. Les échecs militaires ainsi que les divergences entre États plongent l'Allemagne dans le trouble et la soumission que l'on connaît à l'Empire français. Et donc devenu anti-napoléonien, eh bien Kleist replace son œuvre dans le contexte, on va dire, médiéval au sens large. On est plutôt pendant la Renaissance, mais voilà, médiéval étendu. Même si les historiens aussi nous diront que bien ça s'est jamais achevé. En tout cas, voilà, ce contexte médiéval du droit d'agir contre le contrôle du droit qui est devenu une prérogative à l'époque de l'auteur, bien une prérogative absolutiste. Ce détour temporel, se projeter dans le passé, eh bien ça empêche le livre d'être censuré. Mais, et je l'ai dit, le livre repose aussi sur un contexte historique réel, qui rejoint donc largement ce que l'on pourrait dire de l'œuvre en quelques phrases, puisque les deux collent assez bien ensemble, donc je vais parler plutôt du contexte historique, malgré fatalement les différences quand même entre le réel et la fiction de l'auteur, ce qui est typiquement d'ailleurs un choix assez habile, puisque bien ça lui laisse toute la place nécessaire pour remplir les blancs de notre connaissance de la réalité par son imaginaire, ou son imagination plutôt. Une vie historique donc, à la fois connue et inconnue, et qui fait appel à des valeurs intemporelles et des questions qui irriguent, je crois, toutes les époques. Donc selon des chroniques assez postérieures, Hans Collase, qui devient donc chez notre auteur Michael Colas, fut bien exécuté à Berlin en 1540, donc au temps de Charles Quint empereur. Alors qui était-il ? Eh bien c'était un riche marchand de Köln, dans le Brandebourg, qui est aujourd'hui un quartier de Berlin. Il va entrer en conflit en 1532 avec Gunther von Saxwitz au sujet de chevaux possiblement volés, et refusant ensuite de payer au Junker les frais d'entretien des chevaux que ce dernier avait gardés et qu'il avait maltraités. L'affaire va être portée devant l'électeur de Saxe. Vous avez ici le territoire de la Saxe à peu près, hein, c'est un petit peu antérieur. Et donc cette affaire va être portée devant l'électeur de Saxe, et de jugements en jugement, aucun terrain d'entente ne put être trouvé entre le plaignant et le mis en accusation.
Alors on ne sait pas tellement jusqu'où le vrai Colas, donc Colase, alla dans ses déprédations. Quelques incendies, quelques ravages mineurs semblent bien pouvoir lui être imputés. De même que sa correspondance avec Luther, dont on reparlera, Luther qui lui recommandera de s'abstenir de toute violence, est une correspondance avérée. Donc on a tout de même la certitude que nous ne sommes pas dans la fiction totale, sans pouvoir exactement établir tous les événements avec, on va dire, la rigueur de l'historien attaché aux dates et aux sources. À partir de 1538, en tout cas, l'étau se resserre, semble-t-il, autour de notre marchand. L'État de Saxe va être autorisé à intervenir dans le Brandebourg. On aura cette année-là 30 à 40 personnes soupçonnées de complicité avec lui qui seront exécutées au cours de cette année. Donc, on a bien des raisons pour que ces exécutions aient eu lieu, mais encore une fois, il est très compliqué de resituer pleinement les événements. Le Colas historique multiplie alors, à partir de cette année-là, les actions, il va piller, il va venger ses compagnons, à une échelle tout de même assez réduite, puisque son attaque la plus connue et documentée, elle est menée avec 35 hommes. Donc au vu de l'époque, des données que l'on a, il est toujours délicat de savoir de quoi fut réellement responsable cet homme, d'autant plus que les troubles à cette époque-là dans le Saint-Empire romain germanique, troubles populaires j'entends, eh bien ces troubles sont légion. Dans les faits, plus que dans le livre, Hans Colase fut certainement un bandit et non un véritable chef d'armée, mais bon, c'est pour cela qu'on a aussi la littérature. Et il va s'attaquer ensuite au Brandebourg, où finalement il est assez rapidement arrêté et exécuté en 1540 sans que l'on sache exactement comment non plus, par quels moyens j'entends, d'exécution. Donc voilà, il est en tout cas un personnage réel et une part du folklore plutôt est-allemand, en partie aussi grâce au livre. Très court, le livre, je ne l'ai pas dit, enfin si j'ai dit le nombre de pages au début, mais de fait, qui dit livre court, 175 pages dit forcément restitution plus courte, puisque ça fait partie des choses dont je me nourris pour enrichir un petit peu mon propos. Donc plus le livre est court, fatalement, moins j'ai de choses à dire. C'est presque une lapalissade. Alors qu'est-ce que Van Kleist va nous dire ? Eh bien, le récit commence par la fin traditionnelle du conte, puisque notre héros, au début du récit, vit déjà heureux, a déjà beaucoup d'enfants. Michael Colas, c'est un modèle de citoyen, c'est un bon père, bon mari, bon voisin, bon marchand. Vous comprenez que l'idée est de nous présenter avant tout, comment dirais-je, l'homme avant la bascule. C'est une habitude littéraire, cinématographique ou ce que vous voulez, de nous présenter un homme dans son habitat naturel, simple et heureux. Alors bien entendu, le récit, comme j'ai dit, va s'inspirer très largement de l'histoire, avec les différences voulues par l'auteur et aussi sa méconnaissance fatale de certaines pièces du dossier qui seront retrouvées plus tard, mais le but n'est pas de faire un travail d'historien, c'est pas le but de la littérature. Le voilà donc, notre marchand, en chemin pour vendre ses chevaux, arrêté par un péage récemment érigé en terre saxonne. Et voilà aussi qu'on lui réclame donc un laissez-passer, documentaire. Il se rend chez le seigneur local des terres, Wenzel von Tronka, pour plaider sa cause et demander son exemption exceptionnelle. Au moment de quitter les lieux, voilà que l'on retient ses chevaux en gage de, disons, bonne volonté avant qu'ils ne puissent revenir avec les documents nécessaires à son passage. Or, le laisser-passer est une fable, il l'apprend, et ses chevaux sont entre-temps devenus des charognes. Outragé donc, notre Maquignon demande le retour de ses chevaux, je cite, bien nourris et bien portants. Et ce d'autant plus que, de retour chez lui, il apprend l'accélératesse du plan visant en fait, à la base, à le priver de ses chevaux. Il a été joué. Victime d'un complot donc, intentant dès lors son action en justice, injustice dans laquelle tout citoyen, à l'époque comme aujourd'hui bien entendu, a confiance, il apprend que cette action, elle est bien vite enterrée, le noble incriminé ayant de hauts appuis en Saxe comme en Brandebourg.
Dès lors, le désordre du monde lui fait venir la colère au cœur. Parce que l'inégalité des statuts ne doit pas être l'injustice. Voilà qu'il vend tous ses biens à son voisin, ne conservant que ce qui sera utile à la suite de ses actions, et il se met en campagne. Sa femme le comprend. Je le cite. « Maintenant, il ne te faut plus rien d'autre que des armes et des chevaux. Tout le reste, il peut le prendre. » Enterrant en plus juste derrière sa femme, morte d'avoir porté une autre de ses requêtes rejetées sur son insistance, en voyant au loin ses enfants, il arme 7 de ses valets et se met en route pour la demeure du Hunker incriminé. Il surgit comme l'ange exterminateur, embrase la demeure, c'est la revanche du bourgeois sur les chevaliers. Pillant et armant les gens, il commence à dicter sa loi sur le terrain. Je cite, « Refoulé dans l'enfer de sa vengeance inassouvie, il est un seigneur libéré de l'empire et du monde soumis à Dieu seul. » Remportant des victoires, désolant le pays, il force les puissants à tenir compte de son existence, lui, le lieutenant de l'archange Saint-Michel, venu pour châtier par le fer et par le feu, qui siège au gouvernement provisoire du monde. Il n'exige rien d'autre que la réparation de son tort, mais il mettrait le monde à feu et à sang pour l'obtenir. C'est Martin Luther qui tente de le ramener à la raison, je le cite, « Tu n'es qu'un rebelle et non pas le guerrier du Dieu juste. » Je vous ai mis une illustration de Hans Colaze et de Luther. Alors on sait, comme je l'ai dit, que Martin Luther a réellement correspondu avec Hans Colaze, et en plus on le sait en ces termes, mais on sait aussi que cela se place dans un environnement luthérien plus large, d'ailleurs sans doute plus politique que spirituel, et dans la continuation de ses écrits, comme un des plus connus, qui s'intitule « Contre les meurtriers et les hordes de paysans voleurs ». Faut pas oublier que nous sommes peu ou prou au moment de la guerre des paysans allemands, qui d'ailleurs est un sujet très intéressant, ça se passe un petit peu avant, je crois que la guerre des paysans allemands c'est aux alentours de 1520. C'est finalement on a disons 3 préoccupations principales chez Luther après 1517 contre les paysans. Une préoccupation théologique qui est réelle, devoir subir le mal plutôt que de l'infliger, c'est un commandement. Théologique aussi non dite, la peur de voir des armées catholiques venir sanctionner les troubles, mais aussi bien rétablir la foi des princes dans le catholicisme. Et une troisième, on va dire, une troisième préoccupation plus personnelle, la peur chez lui d'être vu comme l'instigateur des troubles, et donc risquer sa vie et discréditer son message. Pourtant, en réponse, Michel Colas a le mot juste. Ce qu'il lui dit, je le cite, « Être rejeté, c'est à mes yeux se voir refuser la protection des lois. » Il est donc déjà un rejeté puisque la loi lui a manqué. Il est un affranchi, prêt à se faire justice puisque personne ne l'a protégé. On peut se demander, et Bernanos qu'on a vu la semaine dernière se le demanderait sans aucun doute, comment dans notre société n'y a-t-il pas tous les jours des Michel Colas pour faire brûler toutes les villes. Bref, Luther lui refuse l'aide de Dieu, mais lui promet l'aide de l'homme, et sur intercession du théologien, il est consenti un nouveau procès par le prince électeur de Saxe. Voilà notre Maquignon qui débande sa troupe et qui se présente contre la promesse d'une amnistie. Mais la foule gronde et l'on commence à considérer, je cite, « sa position vis-à-vis de l'État absolument intolérable, et dans les maisons privées comme dans les endroits publics, s'élevait cette opinion qu'il valait mieux lui infliger une injustice manifeste que de lui rendre justice. » Au fur et à mesure que les jours passent, la garde qui lui est assignée, sa sécurité devient finalement une surveillance de geôlier. Le voilà prisonnier de fait et son amnistie est révoquée. Trompé par une manœuvre des nantis, il décide de s'échapper, il est attrapé et il est condamné à mort. Envoyé en Brandebourg, c'est maintenant la justice de l'Empire qui le poursuit pour attentat à la paix publique puisque l'empereur n'est lié, lui, à aucune amnistie offerte. Michel Colas est donc envoyé à Berlin et notre marchand est condamné à avoir la tête tranchée. Arrive donc, je cite, ce fatal lundi des rameaux où il devait payer devant le monde la faute d'avoir tenté, avec bien trop de hâte, de se faire justice lui-même ici-bas. Il a, tout de même, il faut le dire, la satisfaction ultime que ses chevaux lui soient restitués en pleine santé, que le Junker soit condamné à l'emprisonnement et que son bon droit premier soit reconnu malgré les déprédations qu'il a commis et qu'il doit donc expier. C'est une
Via Média, donc, qui est choisi, et toute la difficulté de la justice et des sanctions. Sont satisfaites la justice de l'homme, il a obtenu la réparation de son préjudice, la justice de la société, puisque le criminel qu'il est devenu a été condamné, et la justice de Dieu, puisque bien le bon ordre est rétabli, et il n'est de Dieu que Dieu, et un marchand ne peut s'attribuer son pouvoir ni être son représentant. Voilà pour le propos du livre. Alors pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que j'en ai pensé? Comme d'habitude, c'est la suite habituelle des propos. Alors d'abord, bien c'est un livre extrêmement court, comme je l'ai dit, pour ceux que les pavés éventuellement peuvent effrayer. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais en tout cas c'est un fait. Le livre est écrit dans un style extrêmement simple, très loin des fioritures peut-être du temps auquel on pourrait s'attendre. Cette prose, elle en est presque âpre. Hein. Écrivain ou traduction, ça je ne peux pas vous le dire. Mais voilà, gardez-le en tête, ça n'est pas un livre du style, et donc de ce point de vue, bien ses qualités sont assez limitées. Ensuite, c'est bien entendu un livre qui plonge ses racines dans l'histoire allemande. Peu importe comment il la transforme, cette histoire, est-ce qu'il dit finalement plus sur le temps de l'écrivain que sur le temps qu'il décrit? Ça, c'est le cas de la plupart des livres. Hein. On peut difficilement s'affranchir de ce que l'on vit et de ce que l'on est. Il est en effet d'abord une vision bien du 18e juridique et politique, ou en tout cas du début du 19e. Il en dit assez long sur un temps de l'Allemagne de l'absolutisme, où eh bien d'abord le droit privé était devenu un monopole d'État pour le règlement des litiges par la force, hein, les règlements qui succèdent au droit médiéval, plutôt des querelles qui permettaient parfois de recourir à la violence pour un plaignant sous certaines conditions. Et donc cette espèce de rapprochement entre ou en tout cas ce contingentement plutôt qu'il existait à l'époque médiévale entre droit pénal et droit privé des litiges, eh bien ça ouvre la porte à une vision dans l'œuvre plus large, plus politique de cette transition à l'absolutisme. Parce que, et donc j'allais dire pourquoi, eh bien parce que en abandonnant la justice et le droit de l'exercer à l'État, eh bien on condamnait finalement un soulèvement contre l'envahisseur français, donc à l'époque de l'auteur, à un engagement des souverains allemands plutôt qu'à un soulèvement populaire. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée de la chose, mais voilà, c'est l'idée pour Van Cleist que on a un petit peu coupé les ailes du peuple et la possibilité pour ce dernier de se soulever contre un envahisseur illégitime en confiant ceci à l'État et à ses intérêts qui ne sont pas toujours celui du peuple. Comme on l'a dit précédemment, prendre position d'instinct pour le lecteur est naturel, on l'a déjà dit, et c'est pourtant la différence entre instinct et raison. Si l'instinct commande de soutenir l'opprimé, Colas reste celui qui renverse la marche normale du monde au seul nom de sa vertu. C'est le triomphe de l'héroïsme par l'égoïsme, ce qui est d'ailleurs très souvent le cas de l'héroïsme. On dit souvent que l'héroïsme est un égoïsme. La raison devrait donc le condamner. D'ailleurs, ça pourrait être le contraire, selon le lecteur. L'instinct pourrait vous faire haïr, se révolter du peuple, mais peut-être que c'est la raison, la justice de sa cause qui vous fera l'apprécier. Peu importe qui commande entre les deux, je crois qu'on nourrit tous ce sentiment ambivalent de la raison et de l'instinct face à ce genre de cause. Il est aussi, sous la plume de Van Cleist, et peut-être aussi d'ailleurs historiquement, un signe de l'ascension de la bourgeoisie allemande, à la fois dans la Renaissance et les Lumières, dont on avait parlé eh bien, comme élément fondamental de la Bildung allemande chez Elias. Il était, cet homme-là, se révoltait, l'homme nouveau dans la Renaissance, et il est, avec l'auteur, plutôt le citoyen éveillé contre l'ancien régime. C'est une sorte d'homo novus armé de sa culture, c'est le bon citoyen livré à l'arbitraire d'une classe de sens qui explique aussi le succès du récit en son temps. C'est-à-dire l'émergence de cette nouvelle classe sociale qui se reconnaît, de ces nouvelles valeurs, et la défense de ces dernières valeurs jusqu'à la mort. Hein. Ça répond aussi au contexte de l'invasion française, et de ces nouvelles valeurs, on le voit hein, à travers de la Révolution qui émerge, où on est prêt effectivement à mourir pour elle. L'allégorie des Lumières est assez transparente. Hein. Michel Colas, c'est le bourgeois vigoureux,
indépendant, enraciné, contre une caste de Junkers assez dégénérée. L'élément est souvent mis en avant, il est assez facilement visible, et pourtant, eh bien Van Kleist était lui-même un noble de statut. Il y a sans doute chez lui une conscience assez aiguë de la transition historique bien vécue depuis quelques siècles, et finalement la considération pour lui plutôt de son statut d'intellectuel plus que de noble. Alors après, les nobles se découpent en fait en deux castes dans l'œuvre. Vous avez le prince électeur de Brandebourg, qui est un espèce d'écho du roi de Prusse du temps, monarque éclairé qui adoube les enfants de Colas après son exécution. Et vous avez de l'autre côté l'électeur de Saxe, qui s'évanouit à la moindre émotion, terrorisé par une diseuse de bonne aventure, qui d'ailleurs sera puni à la fin par le marchand qui avale le billet qui contient la prophétie qui tourmente le prince avant son exécution. Façon de montrer que bien certaines punitions sont plus éternelles que d'autres. On meurt très vite, mais on souffre sans doute très longtemps. Alors le livre ne brasse pas que des éléments historiques pour passer un message. Il pose aussi des questions fondamentales qui continuent encore aujourd'hui à soulever les passions. Notre héros accumule les injustices pour faire triompher la justice. Le livre est-il un réquisitoire contre la loi, qui est une loi toujours tronquée, toujours injuste, terriblement humaine, ou est-il un réquisitoire contre les ennemis de la loi qui est naturelle et qui est morale ? Finalement, prendre position dans ce livre, eh bien, c'est prendre position quant à une problématique profonde sur, on va dire, le droit, la loi et la société. La sympathie va où est censée aller, on va dire, est censée aller à notre héros, et j'ai déjà aussi dit que Michael Colas, de l'autre côté, il n'est pas que la victime révoltée par l'injustice et le tort d'un monde qui, on va dire, bascule dans l'absurde règle des castes sociales et des dominations. Il est aussi celui qui se fait roi et qui brise les liens de la communauté sans se soucier des conséquences, au nom de bien sa seule identité vertueuse qui serait supérieure. Sa démesure, après sa révolte, elle est totalement incompatible avec la norme humaine. Il est, pour faire respecter ce qu'il considère la justice, un tyran. C'est qui jugera le juge, en quelque sorte. Michael Colas, il est, je recite l'auteur, lieutenant de l'archange Saint-Michel, venu pour châtier par le fer et par le feu, sur tous ceux qui dans ce conflit se rangeraient au parti du Junker, la perversité où le monde entier était plongé. Il est donc le gouverneur provisoire du monde, au droit confié de rendre justice sur tous, signe que sa mission est par son ampleur bien un idéal complètement inatteignable qu'il forcera à se brûler les ailes, et sa condamnation à mort devient une nécessité pour établir la paix sociale, comme d'ailleurs la punition du Junker pour établir un petit peu le sens moral. C'est aussi l'idée, dans le renoncement à sa cause qui lui est plusieurs fois demandé par les autorités à la fois laïques et religieuses, abandon de sa cause contre réparation, que l'intégration à la société, eh bien, c'est l'abandon d'une part de notre intégrité, ce qui est un sacrifice nécessaire qui eh bien, est impossible pour certains, qui deviennent des héros pour une partie et des monstres pour une autre. Plier eh bien, sa conscience au nom d'un dogme, bien, certains peuvent en être incapables. Mais bien, dès lors, c'est prendre le pari un petit peu du monstre. Normalement, dans la société, le prix de notre intégration, c'est aussi le prix de notre intégrité. On le sait tous, je crois. Je crois qu'on le vit tous au quotidien. Disons que son inaltérable droiture le conduit in fine lui-même à devenir un représentant de l'injustice pour satisfaire son droit. Et de fait, eh bien, Michael Colas, il n'est pas un saint, il n'est pas un révolutionnaire, il est impur, mais il est un pur individualiste. C'est très dur, comment dirais-je, à conjuguer avec une société, cette espèce de monisme avec une société qui fonctionne bien. Ceci étant, ça se place toujours assez bien dans l'époque de l'auteur, ça se place dans une critique de la féodalité qui lie eh bien, une espèce de caste injuste dans des liens du sang et du mariage. Bref, à l'époque, on va dire, de Van Kleist, la guerre de notre héros, elle est menée au nom des droits du citoyen, des droits de l'homme, pourrait-on dire, par extrapolation contemporaine, droits qui ne sont collectifs que dans la fiction, mais qui sont surtout des virtualités personnelles. Et on sait à quel point cette guerre des droits de l'homme est bien toujours une question actuelle. On sait à quel point ce type de guerre
Alors peu importe, encore une fois, la propagande derrière, peu importe que ce soit vrai ou pas, là n'est pas le sujet, mais on prend les choses comme telles, mais on sait à quel point cette guerre au nom des droits de l'homme, autorise bien toutes les injustices pour punir l'injuste et se voit sanctifiée. Si Van Kleist avait connu sans doute le sort de sa Dresde, peut-être eh bien qu'il aurait tenu un discours différent sur la guerre sainte du droit de l'homme bafoué en tant qu'Allemand qu'il était. Mais en tout cas, c'est une vraie question que l'on se posait déjà il y a 200 ans. Voilà, la fin, toutefois, chez Van Kleist diffère sans doute de celle qu'on lui donnerait chez lui. Tout le monde est puni parce que personne n'était parfaitement juste. Par sa révolte, Colas essaye de devenir l'égal des grands du monde, et c'est par sa mort finalement qu'il s'intègre au système. La seule différence étant que dans son œuvre, eh bien Van Kleist à la fin l'intègre dans un système qui est encore monarchique et non populaire, hein, une entorse allemande à la Révolution. Sa mort joyeuse au personnage est d'ailleurs à l'image de celle de l'auteur qui a choisi la sienne en conscience, d'où encore l'importance des correspondances entre un homme et son œuvre. On sent parfois dans l'œuvre l'homme qui point. En tout cas, c'est donc une œuvre de son temps qui peut, disons encore une fois, être une porte d'entrée multiple, à la fois vers un auteur, si vous voulez le connaître, vers le romantisme allemand, vers le XVIe siècle allemand aussi, hein, c'est toute une période sans doute qu'on connaît très mal, alors que c'est une période assez foisonnante et pleine de révoltes populaires, avec un style assez particulier, très sobre, très, très classique. Je pense que dans le genre de livre très court, c'est un assez bon modèle. C'est voilà la porte ouverte sur un auteur particulier d'un monde assez particulier qui traite d'un sujet que l'on connaît très mal, comme j'ai dit, qui est pourtant classique, voilà, celui des révoltes populaires allemandes. Ça me fait penser qu'on en avait parlé de ces révoltes dans la ville, hein, de Van Salmon, hein. Il n'y a pas de secret, l'histoire revient toujours vous hanter, l'histoire hoquette. Enfin, je termine sur ce caractère, disons, intemporel. Il est évident que ces questions d'injustice et de révolte ont toujours un écho dans notre temps. J'avais dit, pour la civilisation des mœurs, que nous étions sans doute le premier peuple de l'histoire du monde à demander une justice moins clémente. C'est possible, mais je pense aussi que nous sommes loin, très loin d'être le premier à ressentir le sentiment d'injustice, l'impunité des puissants, le vol de nos biens, l'insécurité de nos personnes. Mais c'est aussi un dilemme de la justice de tout temps. Comment faire droit à la demande de celui qui s'est révolté, a quitté la communauté et a commis des crimes. La rupture, on va dire, du contrat social, elle n'est pas du temps de Michael Colas, ça n'existe pas, mais elle est plutôt de celle de l'auteur. La solution traditionnelle, c'est la récompense et la sanction, c'est-à-dire récompense de la prétention des révoltés, au moins en partie, et bien mise à mort du ou des séditieux, pour ne pas que l'esprit de révolte devienne un exemple bien pour faire droit à des demandes. On le voit, c'est une question qui se pose toujours, hein. On l'a vu avec les Gilets jaunes, comment répondre aux demandes populaires, comment sanctionner, comment réprimer, comment contrôler, enfin voilà. Je pense d'ailleurs que certaines émeutes et les contrôles et sanctions différentes qui les suivent selon qui les commettent incitent à penser un petit peu que notre chère République a perdu le sens commun de ce qu'est le juste et le bon ordre social, mais ça n'est que mon avis. Hein, c'est à se demander quand viendra le prochain Michael Colas qui fera justice à l'injustice subie. On verra bien. Voilà pour l'œuvre donc. Une présentation, je vous l'ai dit, peut-être un petit peu plus courte, mais le livre est assez bref. Alors comme d'habitude, on terminera par une phrase et une note. La phrase. Folie, tu gouvernes le monde et tu as pour siège une belle bouche de femme. Voilà une phrase bien inattendue dans un livre qui s'éloigne fort des préoccupations amoureuses, mais elles sont toujours présentes. Et quant à la note, ce sera bien entendu Sturm und Drang sur 10, en espérant qu'un jour nous ayons nous aussi le Sturm et le Drang qui nous tombent dessus. Voilà, je bois juste mon petit coup protocolaire à la suite de la présentation. Alors pour ce qui nous attend par la suite... comme je l'avais précisé, j'étais censé donc partir en vacances, mais ça ne se fera pas pour des raisons heureuses mais indépendantes de ma volonté.
Donc du coup, j'ai 2 semaines où je pense peut-être, en fonction de mon envie, peut-être faire un petit let's play de l'été sur 2 ou 3 semaines sur Revolution Under Siege, donc peut-être essayer de faire une campagne des Russes blancs de l'Ouest, 1 heure tous les soirs. Je vous garantis pas la chose, mais je vais éventuellement essayer. Mercredi, ce qui est sûr, c'est que l'on reçoit Hydargos pour ce qui devrait être, et même sera, c'est une certitude, la conclusion de sa présentation donc sur les Achéménides comme chaînon manquant. On va essayer effectivement dans la conclusion, où il va essayer plutôt bien de répondre à cette question. Les Achéménides sont-ils un chaînon manquant, et s'ils le sont, entre quoi et quoi? Voilà, et dimanche, alors je vous ai quand même préparé, c'était prévu que je prenne 2 semaines vides, entre guillemets, en partant, mais du coup, sachant que je partais pas depuis déjà quelques temps, vous avez des événements naturels qui s'anticipent dans la vie, donc du coup j'ai pu préparer des vidéos pour le dimanche, et donc dimanche prochain, nous nous retrouverons pour parler du colonel Walter Reinhard Sombre, le colonel sombre, voilà. Dans le cadre de ce qui sera un onanisme et découverte. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous dis à tous bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, en fonction du moment où vous écouterez ça. Et puis, je vous souhaite à tous un excellent début de semaine, et on se retrouve soit demain pour une petite heure de let's play, soit mercredi. Voilà. Portez-vous bien en attendant, et puis écoutez, à bientôt.